manchettes. Les travailleurs de la Villa d'Alma manifestent et la présidente du Conseil du statut de la femme dénonce les inégalités hommes-femmes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue au Web Journal. Web Journal du mercredi 12 mars. Les travailleurs de la Villa d'Alma ont manifesté ce midi dans le but d'obtenir de meilleures conditions salariales. Les employés ont rejeté à l'unanimité lundi l'offre déposée par leur employeur. Jonathan Hudon, les salariés ont pris les moyens pour se faire entendre. Effectivement, Chloé, les manifestants se sont fait bruyants ce midi devant l'hôtel Villa d'Alma dans le but d'obtenir de meilleures conditions salariales. Voici le reportage que je vous ai préparé. De nombreux employés de la résidence privée pour personnes âgées, la Villa d'Alma, ont fait entendre leur mécontentement ce midi concernant la dernière offre patronale déposée lundi. La trentaine d'employés a alors rejeté à 100 % les offres globales de l'employeur, qui comprenaient notamment une hausse salariale de 1 % seulement. Si ça n'avance pas à la table de négociation, c'est sûr qu'ils vont trouver la Fédération Santé et Services sociaux sur le chemin lors des prochaines semaines. Les salariés de la Villa d'Alma, qui sont syndiqués par la CSN depuis maintenant 1 an, méritent un environnement de travail de qualité. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que les personnes qui œuvrent là-dedans s'occupent de nos personnes âgées avec des conditions de travail et des conditions salariales décentes pour qu'ils peuvent donner des services de qualité. À la table de négociation, il n'y a pas que les salaires qui causent une mésentente. Il y a aussi au niveau des vacances, au niveau des congés personnels. C'est une bataille qu'on va mener, puis on lâchera pas le morceau. D'autres moyens de pression sont prévus d'ici la signature de la convention collective. Toutefois, cela ne devrait pas affecter la qualité des services offerts à la Villa d'Alma. Je veux aussi que le message soit clair, on ne prend pas nos personnes âgées en otage. L'établissement est la propriété du groupe régional Ferlac qui détient entre autres des quincailleries dans la région. La Villa compte environ 200 résidents. Pour l'instant, aucune rencontre n'est prévue entre les deux parties. Donc, la troisième offre ne s'annonce pas pour demain. Jonathan Hudon, ATM Nouvelles, à Alma. Le regroupement Domaine du Roi 0,5 ans a obtenu un appui financier de 233 000 $ de l'organisme Avenir Enfants pour son nouveau plan d'action de 18 mois. Les 3 grandes priorités du regroupement pour les prochaines années seront d'augmenter les capacités des enfants à entrer en relation harmonieuse avec leur père, de renforcer la qualité des interactions affectives parents-enfants et d'assurer un meilleur arrimage des services destinés aux familles. Une quinzaine d'actions sont prévues d'ici à 2015. Des inégalités très importantes existent au Saguenay-Lac-Saint-Jean entre les hommes et les femmes. Les hommes gagnent en moyenne 920 $ par semaine, tandis que les femmes en gagnent seulement 610 $. Voilà ce que la présidente du Conseil du statut de la femme, Julie Miville-Dechaine, a soutenu ce matin devant le cercle de presse du Saguenay. Audrey Girard, comment se fait-il qu'il existe encore aujourd'hui au Québec des inégalités entre les deux sexes? Oui, Chloé. Julie Miville-Dechaine a mentionné que les inégalités s'expliquent surtout par le fait que les jeunes femmes se dirigent encore trop souvent vers des professions traditionnellement féminines, qu'on parle par exemple de secrétaire, caissière, éducatrice en garderie ou infirmière. Madame Dechaine apporte le fait que les hommes gagnent généralement des salaires plus élevés car les emplois dans les secteurs primaires et secondaires sont plus payants. L'économie est ainsi faite qu'il y a de très bons emplois dans le secteur primaire et secondaire qui sont occupés essentiellement par des hommes. Et ça, c'est une tradition qui n'est pas plus saguenayenne que dans les autres régions ressources. Donc, ça creuse l'écart avec les femmes. Les stéréotypes féminins peuvent expliquer pourquoi les jeunes femmes rejettent les emplois traditionnellement masculins. Quand les jeunes filles sont au moment du choix à l'école, elles ne voient pas ces professions comme étant des choix possibles. Et ça, c'est conditionné par toute une série de choses. Peut-être que les orienteurs, on croit que les orienteurs doivent ouvrir davantage la voie aux jeunes filles. Travailler sur les formations des professeurs pourrait aussi éviter les stéréotypes. Le maintien des stéréotypes, la persistance des stéréotypes est un problème à travers le Québec, le Canada et, je vous dirais, la société. Pour ce qui est de la violence conjugale, Mme Miville-Dechaine affirme qu'elle doit cesser.
19 000 cas de violence entre conjoints par année. Et là-dessus, plus de 80 % des incidents, ce sont des femmes qui sont les victimes. La présidente du Conseil du statut de la femme, Julie Méville-Deschênes, espère que les Québécois réussiront davantage à développer une mentalité égalitaire entre les hommes et les femmes. Des campagnes de sensibilisation choc pourraient donc amener une plus grande égalité entre les deux sexes au sein de notre société. Audrey Girard, ATM Nouvelles, Saguenay. La Fédération de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean interpelle les candidats pour faire de la santé et des services sociaux l'enjeu majeur de la campagne électorale. Au cours des prochaines semaines, la Fédération compte interpeller les candidats sur différents grands thèmes. Le premier sujet abordé sera le financement et la gouvernance du réseau. Une conférence de presse est prévue le 2 avril pour informer la population des résultats de ces actions. L'accord libre-échange intervenu hier entre le Canada et la Corée du Sud est bien accueilli par le représentant de Bleuets Sauvage du Québec, Jean-Pierre Senneville. Comme la Corée du Sud représente un marché important, les producteurs ont bon espoir de pouvoir en tirer profit. Selon cet accord, les frais de douane seront progressivement éliminés d'ici à 7 ans entre les deux pays. Le gouvernement conservateur souhaite que l'entente entre en vigueur au début de 2015. Trouver du financement pour le CAMS et rénover l'urgence de l'hôpital de Jonquière sont quelques-unes des priorités du candidat du Parti québécois dans la circonscription de Jonquière, Sylvain Gaudreault, pour la campagne électorale en matière de santé. Le candidat en a fait l'annonce ce matin lors du dévoilement de ses premiers engagements. Amélie Houle, les citoyens de Jonquière peuvent-ils s'attendre à une campagne électorale similaire à la dernière de la part du député sortant? Oui, exactement, Chloé. M. Gaudreault a affirmé ce matin vraiment qu'il veut poursuivre ce qu'il a déjà entamé. Donc, il veut y aller sous le signe de la continuité. Il a d'ailleurs parlé du CAMS qui, selon lui, reste à retravailler. Et aussi, il va obtenir le statut patrimonial du quartier historique d'Arvida. Donc, c'est plusieurs dossiers qu'il veut poursuivre. Et est-ce qu'il a annoncé des nouveaux engagements pour cette campagne? Oui, bien sûr, il en a annoncé quand même plusieurs, notamment en santé. Il veut maintenir les services de médecine familiale sur le territoire de Jonquière, mais il veut aussi poursuivre la construction de la maison Le Chêne à Arvida pour des soins palliatifs. En éducation, maintenant, il veut continuer à travailler avec les écoles pour qu'elles soient mieux entretenues. Et aussi, en ce qui a trait à l'enseignement supérieur, il veut en fait éviter que les cégeps perdent leur exclusivité en région. Et finalement, il y a un projet important selon lui, celui de Rio Tinto Alcan. Il veut maintenir les emplois, mais aussi il veut concrétiser la phase 2 et 3 de la cuve AP60 de RTA. Et en ce qui a trait aux propos tenus hier par le maire Jean Tremblay concernant les députés péquistes, M. Gaudreault a commenté ces allégations? Oui, en fait, il faut savoir que M. Tremblay avait affirmé hier que les représentants péquistes de la région lui mettaient des bâtons dans les roues au lieu vraiment de collaborer avec lui. Donc, M. Gaudreault n'était vraiment pas d'accord avec ses propos. Je vous laisse donc l'entendre. Moi, si le maire veut faire une campagne électorale au nom du Parti libéral, ça lui appartient. Moi, ce n'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de faire une campagne qui est positive, qui est de faire une campagne pour les citoyens de Jonquière, pour les citoyens du Québec. C'est ça que je fais. Et cette année, il souhaite attirer plus de jeunes à aller voter. Oui, exactement. Pour la première fois cette année, il va y avoir un vote au Cégep de Jonquière pour les étudiants. Ça va se dérouler le 28 mars, 1er et 2 avril prochain. Et d'ailleurs, la représentante péquiste des jeunes de la circonscription de Jonquière, Julie Durand, vraiment, elle trouve que c'est un avantage qu'il y ait cette nouvelle mesure. Donc, je vous laisse l'entendre. Donc, je pense que c'est vraiment un gros plus pour la politique québécoise en soi, là, pour ce qui est que je pense que ça va vraiment beaucoup accroître la participation des jeunes en politique. Et en terminant, M. Gaudreault a obtenu une majorité de 7 900 votes aux élections de 2012. Est-il confiant d'être réélu? Oui, bien sûr, M. Gaudreault est très confiant de l'emporter puisqu'il dit vraiment qu'il a été un député qui a été très présent sur le terrain. Donc, il est très confiant. Merci, Amélie. Je vous en prie. Le nouveau magasin général de la coop de consommation de Petit-Saguenay ouvrira officiellement ses portes au public demain, après 2 ans de travail acharné. Ce magasin a nécessité un investissement de 1,8 million de dollars et regroupe l'ensemble des services du village. Le candidat au poste de député dans Chicoutimi, Marc Peterson, croit qu'il pourrait avoir plus de poids au sein de l'Assemblée nationale en étant indépendant. Mon collègue Raphaël Guillemette l'a rencontré plus tôt aujourd'hui. Donc, en compagnie du candidat indépendant dans le comté de Chicoutimi, Marc Peterson. Tout d'abord, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ça me fait plaisir. La première question que je me pose, c'est pourquoi être candidat indépendant?
Bien, c'est parce que moi, je veux respecter l'esprit de la pétition qui avait été signée par les citoyens. À date, on est rendu à 26 000 signatures. Puis, il y a des libéraux qui ont signé cette pétition-là. Il y a des péquistes, il y a des adéquistes, il y a des Québec solidaire, il y a des Options nationales. Tous les partis confondus. Tous les citoyens se sont entendus pour dire, regarde, c'est pas quelque chose de politique, c'est quelque chose de citoyen. Donc, je me voyais mal aller me présenter pour un parti ou pour un autre, alors que j'aurais senti que je trahissais l'esprit de la pétition. Quels sont les avantages, justement, d'être indépendant, d'être détaché d'une certaine bannière? Bien, c'est sûr que dans le monde où on vit aujourd'hui, où on voit toute la corruption au niveau des partis politiques, les deals, les ci, les ça qui se passent, puis surtout aussi le cynisme envers la classe politique, la ligne de parti. Quand on élit un gouvernement majoritaire, par exemple, le premier ministre, là, il a le pouvoir d'un roi élu, là. C'est lui qui décide du Conseil des ministres. C'est lui qui décide de tout. Alors que dans un contexte, par exemple, de gouvernement minoritaire, puis je pense que c'est ça ce qui se dessine, parce qu'au début de campagne, il y avait 40 des gens qui étaient prêts à voter pour le Parti québécois. Là, ils sont nez à nez avec le Parti libéral. Donc, ça pourrait arriver qu'il y ait un gouvernement minoritaire. À ce moment-là, un gouvernement minoritaire, bien, des indépendants, ça peut avoir une voix très importante. C'est pas votre première expérience électorale. En 2008 et 2011, vous avez été candidat pour le Parti libéral du Canada au niveau fédéral. Oui. Pourquoi ne pas avoir tenté l'expérience avec le Parti libéral du Québec? Bien, c'est comme je vous dis tantôt, moi, je voulais respecter l'esprit de la pétition puis me présenter aux citoyens de cette façon-là. Puis j'ai même eu des gens en masse qui m'ont dit, Marc, si tu te présentes pour le Parti libéral, on ne votera pas pour toi. Okay. Même si j'ai des bonnes intentions, je pense que le Parti libéral et le Parti québécois traînent des squelettes. Puis moi, je ne veux pas être associé à ça. M'associer à la CAQ, ça n'aurait pas été mieux parce que c'est un parti plus de droite que d'autres choses. Fait que moi, j'ai plus des idées social-démocrates. Je pense que je me sens bien comme indépendant. Puis, pour répondre à certains détracteurs, puis même à certains citoyens qui m'ont posé la question, ils disent, Marc, il est indépendant, tu n'auras pas de pouvoir. Mais je voudrais simplement relever que Mme Ouda Pépin, qui est maintenant députée indépendante, depuis qu'elle est indépendante, elle a fait 10 interventions à l'Assemblée nationale, puis elle a présenté un projet de loi. Ça fait que c'est pas vrai qu'un citoyen qui a été élu démocratiquement par les citoyens n'a pas de pouvoir. Parce qu'il a le pouvoir de représenter ses citoyens, puis il faut qu'il le fasse de façon exemplaire. Puis c'est ça que j'entends faire à la prochaine élection. Justement, il y a des rumeurs de peut-être un gouvernement minoritaire, encore une fois. Est-ce que des candidats indépendants comme ça risque de provoquer une certaine division du vote aussi? Non. Ben, moi, ce que je demande aux citoyens, puis même ce que je demande aux étudiants, puis aux gens, c'est que fédérez votre vote sur quelqu'un qui va pouvoir vous donner le meilleur service. Parce que là, on est rendu là aujourd'hui. Là. On ne vote plus pour une face, comme M. Bédard disait. On ne vote pas pour une face sur un poteau, on vote pour une philosophie. Puis, c'est pas vrai que dans le comté Chicoutimi, par exemple, il y a 70 des gens qui vont voter en fonction d'un chef. Tu sais, le chef, c'est pas lui qui est le député du comté, c'est le député. Puis je pense que dans l'expérience démocratique qu'on a au Québec, là, avec ce qui s'en vient, bien, ça pourrait peut-être devenir comme en Europe. Par exemple, en Allemagne, Angela Merkel a été réélue. Mais c'est très rare que dans ce pays-là, c'est des gouvernements majoritaires. C'est toujours des coalitions. Puis à ce moment-là, une coalition, bien, ça fait appel au gouvernement qui a été élu minoritaire. Puis ils sont obligés de faire affaire avec des partis, des tiers partis. Okay. Alors, à ce moment-là, la démocratie s'exerce mieux. Puis dans ce contexte-là, bien, je pense que dans l'avenir, si éventuellement il y avait un véritable parti des régions qui se proposait, bien, ça donnerait une alternative supplémentaire. Puis on voguerait de gouvernement de coalition en coalition. Fait que ça serait plus des affaires de on va faire ça pendant 2 ans, 1 an et demi. Bien, on va travailler 4 ans ensemble, puis on va donner des services, puis on va donner aussi on va donner la chance que les idées se diffusent dans la population, mais dans divers champs. Est-ce que de se présenter comme ça au niveau provincial, c'est un moyen de réduire le temps d'attente de réponse du gouvernement en ce qui a trait à vos principaux chevaux de bataille comme le terrain synthétique, le deuxième pont? Est-ce que c'est pour contrer ça? Je vais vous répondre en 2 temps. Je vais vous répondre, par exemple, par rapport au terrain de football synthétique. Mon adversaire qui se présente, M. Bédard, depuis 15 ans, il y a ça dans ses cartons. Nous, la Ville, on a formé un comité avec des gens du gouvernement de M. Bédard. Puis on est arrivé avec un consensus pour faire le développement du parc.
Puis, je pourrais peut-être faire une petite parenthèse. Là. Je suis simplement conseiller municipal actuellement. Puis, en 4 ans, j'ai mis à peu près 700 000 dans le parc, alors que M. Bédard a mis 20 000. Puis, ce 20 000-là, il me l'a donné pour que je puisse donner un petit peu plus d'asphalte pour réparer une rue qui était vraiment finie. Là. Dans le cas du terrain de soccer synthétique, c'est le seul terrain sur la Rive-Nord qui n'a pas de terrain comme ça. Ça fait 40 ans qu'il n'a pas été rénové. Nous, la Ville, l'an passé, en 2012, on a offert 1,5 million à M. Bédard pour qu'il y aille de l'avant, pour qu'on fasse le projet du Parc de la Colline en phase, plutôt que d'attendre 20 ans puis de faire jusqu'à la dernière virgule. Là. Puis, au bout d'un an, nous, ce qu'on a dit, on dit, va, M. Bédard, allez chercher votre part au fédéral, qui est 1,5. Nous, on met 1,5. Alors, vous allez avoir seulement qu'1,5 million à mettre. Mais en un an, on n'a pas eu de réponse. Mais c'est normal, parce que, regardez, prenez seulement qu'à Alma, le ministre responsable des affaires intergouvernementales puis de la gouvernance souverainiste, il n'est pas porté à aller voir le fédéral pour aller chercher de l'argent, parce que ça démontrerait, en fait, que le fédéralisme peut fonctionner. Mais moi, c'est pas une question de chicane fédérale provinciale. Moi, c'est les citoyens qui ont besoin de cet équipement-là. Parce que c'est la plus grosse polyvalente de la région. Puis on a un terrain là, qui est désuet. Ça pourrait servir même aux citoyens pour faire de la marche. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, oui. Malheureusement, tout le temps qu'on avait, par contre. Merci de votre présence ici dans nos studios. C'était le candidat indépendant dans Chicoutimi, Marc Peterson. La santé financière des aînés, leur représentation, leur sécurité et leur accès à des soins sont les principales demandes de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics aux candidats de la région dans le cadre de la campagne électorale. Une marche de sensibilisation à la sécurité routière s'est déroulée ce midi par les étudiants en arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière. Dailena Bernard, quelle en était la bougie d'allumage? Le décès accidentel de l'étudiant en arts et technologies des médias Catherine Dimeo aura eu un fort impact sur les étudiants en ATM. Ces derniers ont organisé une marche pacifique afin de réclamer des améliorations à la sécurité piétonnière autour du Cégep de Jonquière. C'est ici, devant le pavillon Joseph Angé du Cégep de Jonquière, à midi, qu'une centaine d'étudiants se sont rassemblés dans le but de faire voir à tout le monde qu'ils sont conscients de ce qui se passe et qu'ils souhaitent que ça change. Je pense qu'on est content que la marche ait eu autant de succès, puis que les gens se mobilisent, puis là on voit les automobilistes qui prennent des photos. Donc on espère que le message va réussir à passer. Tout au long de la marche, une pétition circulait qui stipule que les étudiants ne se sentent pas en sécurité à circuler alentour du cégep. Ils demandent donc à la Ville d'adopter des mesures plus significatives. Et enfin, pour étouffer cette marche, une étude sur l'habitude des piétons et des automobilistes autour du Cégep de Jonquière sera réalisée par 5 étudiants en technique policière au Collège d'Alma. Après ça, on va travailler, nous autres, arrondissement avec la police, puis avec la direction de l'école pour arranger ces choses-là. En se rappelant de la défunte Catherine Dimeo, voici comment la marche s'est terminée. Une bonne amie, ça aurait pu... aussi une sœur, c'est quelqu'un de la famille. Pour moi et pour d'autres personnes, surtout ici, j'aimerais qu'on fasse un moment de silence pour elle. Dailena Bernard, ATM, Jonquière. Un projet en partenariat avec des étudiants en technique policière du Collège d'Alma sera mis sur pied avec la sécurité piétonnière autour du Cégep de Jonquière. Le conseiller municipal Régent Hudon en a fait l'annonce hier soir lors de la séance du conseil d'arrondissement de Jonquière. Marie-Pierre Pruneau, cette action est en lien avec la marche pour la sécurité piétonnière qui a eu lieu ce midi aux alentours du cégep? Tout à fait, Chloé. Le conseiller municipal du district 4, Régent Hudon, s'est entretenu avec le sergent policier Michel Bergeron plus tôt. Et Régent Hudon a affirmé qu'en partenariat avec la technique policière du Collège d'Alma, eh bien, 5 étudiants auront à faire un travail de fin de session qui consiste à faire une étude sur la sécurité piétonnière entourant le cégep de Jonquière. Et le tout va être sous la supervision du sergent Michel Bergeron. Et c'est ce qu'avait à dire Régent Hudon hier au conseil d'arrondissement de Jonquière. Et c'est la suite d'un événement tragique que cet événement est né. Oui, tout à fait. La jeune Catherine Dimeo, 17 ans, a été happée par une voiture sur la rue Panet, près du cégep de Jonquière, à la mi-février dernier. Et Catherine Dimeo est malheureusement décédée de la suite de cet accident.
Et donc, le programme d'études de Catherine Dimio voulait implanter de nouvelles limites de vitesse, mais selon Régent Hudon, ce serait impossible. Tout à fait. Catherine Dimio était étudiante en arts et technologies des médias et n'en était qu'à sa première année. Et le conseil ATM voulait faire descendre la limite de vitesse autour du cégep de 50 à 30 km/h, comme dans toute zone scolaire. Et malheureusement, Régent Hudon a expliqué que ce n'était pas possible et je vous laisse avec ses explications. Les lois dans le ministère des Transports ou dans la ville, là, pour les cégeps et les polyvalentes, il n'y a pas de zone de 30 km. Et en quoi consistera l'étude des étudiants en technique policière d'Alma? Et bien entendu, on parlera de la vitesse des automobilistes, des traverses piétonnières et des habitudes des piétons, puisque le problème n'est pas seulement des automobilistes ou des piétons, mais c'est bien la relation entre les deux. Et la vitesse ne serait donc pas le seul problème des piétons? Non du tout. Et un cas qui est beaucoup ressorti hier lors du conseil d'arrondissement, eh bien, c'est le problème de déneigement dans le secteur du district 4. Eh bien, des fois, il y a des étudiants qui habitent proche du cégep de Jonquière et doivent se rendre à pied au cégep. Eh bien, si les trottoirs ne sont pas déneigés, eh bien, ils sont forcés à marcher à même la rue et ils sont dans le même territoire que les automobilistes, ce qui est dangereux et pour les automobilistes et pour les piétons. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça me fait plaisir. La première édition de la quinzaine des saveurs d'Alma offrira à tous les amateurs une expérience gastronomique pour faire découvrir les produits d'ici. Cet événement est possible grâce aux restaurateurs participants. Voici le reportage d'Alexandre Girard. La quinzaine des saveurs almatoises est accueillie en grand par les restaurateurs participants et la population. La première édition se déroulera sur la thématique des produits du terroir. La présidente d'honneur, Linda Descostes, nous explique la motivation de la création de la quinzaine. Pourquoi pas se réunir? Pourquoi ne pas être en mesure de faire un grand événement qui va rassembler un peu toutes nos activités? L'événement vise à faire découvrir les produits d'ici. Linda Descostes mentionne 4 types de produits que nous retrouverons dans nos assiettes. La principale exigence pour les 7 restaurateurs participants, c'était de mettre des produits tant locaux, régionaux que du Québec. Les restaurateurs ont travaillé ensemble pour offrir de la diversité. On a travaillé ensemble avec nos chefs pour s'assurer, dans le fond, qu'on n'utilise pas tous les mêmes produits. Selon la présidente d'honneur de la quinzaine, les activités, les soirées et les ateliers culinaires vont attirer un grand nombre de personnes. Durant l'événement, la table d'hôte sera offerte à 35 $ dans tous les restaurateurs. Le conseiller pour la ville d'Alma, Gino Villeneuve, confie ce qu'il espère. On espère permettre au tourisme de venir découvrir les saveurs régionales par un festival dont Alma est fier de collaborer. Avant d'attendre l'autre édition, les activités se poursuivront durant l'année. Voici ce que nous annonce Linda Descostes. On souhaite organiser dans le cadre du Festival Blues peut-être des activités, créer des événements autour de ça, ensemble les restaurateurs. Alors... La première édition de la quinzaine des saveurs d'Alma se tiendra du 26 mars au 6 avril. Alexandre Girard pour ATM Nouvelles, Alma. La sécurité publique de Ville de Saguenay est toujours à la recherche de Pamela Boudreau, une jeune fille de 16 ans qui a fugué de l'Institut Saint-Georges le 21 février dernier. Les policiers demandent la collaboration de la population afin de la retrouver. En lien avec le festival Regard sur le court-métrage qui débute aujourd'hui, le porte-parole Sébastien Huberdeau estime qu'il est important de donner plus de visibilité à l'industrie du court-métrage. Mon collègue Marc-Antoine Côté s'est entretenu avec lui à ce sujet. Donc, bonjour, M. Huberdeau. Bonjour. Donc, tout d'abord, je vais vous demander quelle est l'importance d'un festival comme Regard sur le court-métrage en général? Bon, mon Dieu, c'est important à toutes sortes de niveaux. Premièrement, simplement, en fait, la diffusion du court-métrage, je pense, de ce format-là de court-cinéma, de ce média-là même. C'est sûr que depuis, peut-être, je dirais, 10 ou 15 ans, le court-métrage est peut-être plus accessible avec Internet. Il y a tellement de choses. La démocratisation du court-métrage s'est faite un peu aussi grâce à cet outil-là, Internet, mais reste que moi, je suis un fan de voir les films en salle. Les programmations se trouvent là. Rencontrer des cinéastes, rencontrer des festivaliers, des comédiens, bref, les acteurs du milieu, les différents acteurs du milieu. Fait que je pense qu'un festival, c'est comme le point catalyseur de ces rencontres-là. Et justement, est-ce que le festival, ça donne une certaine visibilité aux participants?
Ben oui, d'une part, moi, du moins pour être porte-parole en soi, puis au départ, moi, je suis comédien, c'est juste à parler de moi, de ma personne comme expérience. J'ai rencontré des cinéastes que je connais pas, des comédiens que j'aime bien, que je connais pas ou que je connais peu. Les cinéastes entre eux se rencontrent, les programmateurs de d'autres festivals viennent au festival faire du recrutement, aller chercher du contenu, faire des rencontres, des producteurs. Tout le monde, écoute, c'est un gros melting pot, une grosse soupe où plein de gens se rencontrent au festival. Puis c'est festif aussi. Festival. N'est-ce pas? Festival. Fait que oui, c'est évidemment, il y a différents acteurs du milieu qui se retrouvent là puis pour faire des rencontres. Et concrètement, qu'est-ce que le public peut en retirer de participer à un festival comme ça? Mon Dieu, mais je pense que c'est la proximité, justement, avec, comme ici, il va y avoir plusieurs cinéastes, même internationaux, bon, bref, des réalisateurs, rencontrer des comédiens, pouvoir discuter avec eux, avoir accès à une programmation très diversifiée, un contenu très diversifié. Il y en a vraiment pour tout le monde, des programmes dans le genre des programmes sportifs. Il y a un programme fait à tout prix, c'est-à-dire des courts-métrages qui sont faits avec pas de moyens, pas d'argent, ou très, très, très peu de moyens. Il y en a pour le cinéphile très aguerri, mettons, quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en cinéma, voire même en cours, là, de façon précise. Puis pour peut-être plus la famille, il y a même un programme, évidemment, éducatif pour les enfants, etc. Bref, il y a un peu de tout. Et cette année, ce sera déjà la 18e édition du festival. Le festival est majeur. Oui. La pub le suggère. Et quelles seront les nouveautés cette année comparées aux années précédentes? Hey, ça, pour être honnête avec toi, je pourrais pas te le dire. C'est secret. C'est secret. Mais aussi, c'est comme, moi, je suis venu en 2007 présenter un film, ça fait quand même 7 ans. Donc, dans les années précédentes, je peux pas dire le contenu. Je sais qu'on m'a parlé de quelques programmes qui sont cette année nouveaux, mais je pourrais pas te dire précisément de mémoire qu'est-ce qui est nouveau. Là, OK. On va quitter un peu le Festival Regard pour se pencher vraiment sur le court-métrage. Selon vous, quel est le rôle, justement, du court-métrage dans le monde du cinéma? Le rôle dans le rôle du cinéma? Ben, comment dire? Il y a beaucoup de gens qui disent ou qui pensent que, bon, c'est un peu le terrain de jeu pour devenir un cinéaste comme tel. Bien que beaucoup de cinéastes très aguerris, expérimentés, qui reviennent plus tard dans leur vie au court-métrage. C'est sûr que c'est même, pour plusieurs cinéastes, réalisateurs ou réalisatrices, c'est vital, le court-métrage. C'est là que tu fais tes armes, que tu touches au cinéma. Pour mieux y revenir plus tard par la suite ou pour y rester très longtemps, ça dépend. N'empêche que tu as beaucoup de contraintes intéressantes dans un court-métrage. Pour un comédien, un réalisateur, pour l'équipe, c'est souvent tourné avec des petits moyens. Tu dois faire avec les moyens du bar, justement. Tu peux te virer sur un 10 sous. T'es une petite équipe. Comment dire, la structure aussi est moins lourde que dans un long métrage. Souvent, tu peux justement, de par cette petite structure-là qui est moins lourde, tu peux te revirer sur un 10 sous. Tu peux changer des affaires. Tu peux peut-être une plus grande liberté que sur un long métrage où tu veux pas, il faut que tu respectes un cadre qui est souvent plus pesant. Mais de court-métrage, moi, j'en vois beaucoup, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait plus d'une vingtaine. Comme comédien, moi, personnellement, c'est comme de garder la machine un peu huilée, puis d'embarquer dans des trips. Puis, Et justement, vous parlez de plus petits moyens pour faire des courts-métrages, mais est-ce que le court-métrage, c'est seulement une porte d'entrée pour le cinéma, ou bien on peut en vivre de simplement faire du court-métrage? Je crois pas qu'on peut en vivre, franchement, ni comme comédien, parce que souvent, c'est pas payé ou très peu payé. Comme cinéaste aussi, je pense qu'on peut pas vraiment en vivre. Je pense que ça reste un parallèle ou, comment dire, faire du cinéma au Québec, déjà en vivre, c'est déjà difficile en soi, comme cinéaste, je parle, à moins d'être un cinéaste ou une cinéaste très campée, à un moment donné, d'être installé, puis bon, n'empêche que beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent, puis qui font toutes sortes de choses, puis qui roulent en faisant des activités parallèles au cinéma, tu sais, en tournant autre chose que du cinéma, mais... Non, c'est là où un festival prend toute son importance, sa pertinence, dans la mesure où il y a du très, très bon court cinéma qui se fait, mais n'empêche que c'est pas un cinéma qui rapporte comme tel. Je connais pas des chiffres, je pourrais pas vous sortir des statistiques, des chiffres avec moi. Moi, je suis de ceux, de celles qui ça me dérangerait pas du tout quand je vais voir un long métrage, un film au cinéma, qu'on me balance un court métrage de 4, 5, 6, 10, 12 minutes. Bon, il y a des gens, pour des considérations économiques, qui pourraient me répondre que c'est pas réaliste, mais n'empêche que moi, j'aimerais ça. Voir avant de voir un programme long, de voir un petit programme court. Pourquoi pas?
Et rapidement, quels seront les moments forts à surveiller? On revient sur le festival. Quels seront les moments forts à surveiller pour cette 18e édition? Mon Dieu, moments forts, il va en avoir beaucoup. Écoute, je pense que la soirée d'ouverture... Moi, ce que j'ai suivi le plus, parce que j'ai vu la programmation, j'ai eu accès au disque dur, j'ai fait mes devoirs comme porte-parole, je pense que la soirée nationale, pas la soirée nationale, mais le programme national est très relevé, québécois. Internationaux aussi, mais n'empêche que, bref, la clôture dimanche, je pense, moment fort. Et je pense pas qu'à dire ça, c'est comme si je sous-entendais qu'il allait avoir des moments faibles. Je pense qu'il y a beaucoup de moments forts qui s'en viennent. Je le souhaite, du moins je l'espère. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais le plaisir de m'entretenir avec Sébastien Huberdeau, porte-parole du Festival Regard. De retour à vous. Le vernissage de l'exposition Vétérans du photojournaliste François Pesan a eu lieu aujourd'hui au Centre des arts et de la culture de Chicoutimi. L'exposition est présentée grâce à un partenariat entre le Festival Regard et le Zoom Photo Festival de Saguenay. Il sera possible d'aller admirer les œuvres du photographe jusqu'au 28 mars. L'auteur-compositeur-interprète Yann Perrault sera dans la région à partir de demain. Il débutera sa tournée de 4 jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean à Jonquière. Les spectateurs pourront ainsi l'entendre à compter de 20h au Théâtre Palace Arvida. Il visitera également Dolbeau-Mistassini, Alma et Saint-Prime. Une fois de plus, le 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie prendra son envol du Parc Mars à la baie le 12 juin prochain. C'est ce qu'on a pu apprendre ce matin sur le site Internet du Grand Défi. Xavier Julien, quelles sont les modifications que le Grand Défi a apportées au parcours? Eh bien, Chloé, la plus grande modification que le Grand Défi Pierre Lavoie a fait cette année, en réalité, ce n'est pas sur le parcours en tant que tel, mais plutôt sur la durée du trajet. Donc, contrairement à l'année dernière, le trajet s'étalera sur 4 jours plutôt que 3, donc les 12, 13, 14 et 15 juin prochains. Le départ se donnera le 12 juin au Parc Mars à la baie dès 18h le soir même. Donc, on ajoute une soirée ainsi qu'une nuit. Le but, là, pour ajouter comme cette journée, c'est de donner une zone de confort aux cyclistes pour pouvoir prendre plus notre temps lors des étapes pour ne pas être trop serré aussi, ainsi que de profiter des arrêts dans les villes, puisqu'on reçoit quand même des accueils assez chaleureux dans ces municipalités et on peut écouter Pierre Lavoie à ce sujet. On voulait donner un peu plus de temps dans chacune des étapes parce que souvent, maintenant, on reçoit des accueils extraordinaires là, dans les municipalités ou dans les villes. Puis, je trouvais ça un peu embarrassant de quitter une heure après notre arrivée. L'édition 2014 signifie aussi le retour d'une étape mythique. Effectivement, ça va être le retour du parc des Laurentides dans le trajet. L'année dernière, on avait décidé de passer plutôt par le Lac-Saint-Jean ainsi que la Tuque pour se rendre à Montréal. Toutefois, le parc des Laurentides, selon Pierre Lavoie, c'est une étape incontournable. C'est vraiment magnifique selon lui, ainsi qu'on va le faire de nuit cette année. On va arriver dans le parc aux alentours de 8 h le soir, le 12 juin prochain, et on peut l'écouter une fois de plus à ce sujet. Parce que le parc des Laurentides, il est mythique pour les cyclistes, là. C'est vraiment une étape là, que tout le monde appréhende, tout le monde se prépare. Et c'est une étape extraordinaire. C'est de toute beauté, le parc des Laurentides. Quand aura lieu la visite des cyclistes au lac Mégantic? Les cyclistes vont arriver au lac Mégantic le 13 juin vers midi. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, on avait promis à la mairesse Colette Roy-Laroche qu'on allait faire un tour au lac Mégantic. Cependant, on avait changé le parcours à la dernière minute. Mais on sait, avec les événements malheureux de cet été, Pierre Lavoie a décidé de faire vraiment là, un passage marqué cette année au lac Mégantic. Et puis, la mairesse de la place qui a assuré Pierre Lavoie qu'elle allait remporter le 25 000 $ qui est donné en bourse à la ville la plus accueillante. Merci, Xavier. Ça fait plaisir. Les Saguenayens de Chicoutimi affronteront ce soir l'Océanique de Rimouski au centre Georges Vézina. Ils finiront par la suite la saison régulière en affrontant 2 fois en 2 soirs, vendredi et samedi, le Drakkar de Bécomo. Et à la météo, Amélie Aoud, la tempête de neige prévue pour le Québec touchera-t-elle la région? Chloé, on peut s'attendre à quelques flocons en début de soirée, mais sans plus pour le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Présentement, il fait moins 11 degrés et le mercure chutera à moins 17 pour cette nuit. Demain, toutefois, nous aurons droit à une journée ensoleillée avec une température de moins 12 degrés Celsius. Et c'est ce qui conclut le Web Journal de ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.